Thank you, Jean-Paul, for the... Merci beaucoup Jean-Paul pour ces propos d'introduction très sympathiques qui nous rappellent nos jeunes années où nous naviguions. Jean-Paul a parlé du lac Erie. Lac Erie, en anglais il y a un petit jeu de mots. Erie, Erie, ça peut donner une impression du temps qui règne. En tout cas, j'utilisais beaucoup le trapèze, je le faisais. Lui-même utilisait le trapèze, on aurait pu me traiter de navigateur sadiste. J'aimerais le remercier de m'avoir convaincu de venir à Genève une fois de plus pour présenter cette conférence. Je suis heureux d'être ici. Aujourd'hui, j'aimerais parler des étapes qui nous mènent de la lecture du code à l'écriture du code génétique pour la première fois. J'aimerais aborder quelques-unes des implications. Pour commencer, l'ancien tigre, cette structure dont a parlé M. Giacobini, a évolué. Voilà maintenant à quoi ressemble notre campus à Rockville, dans le Maryland. Nous avons un autre campus sur l'autre côte des États-Unis, à La Jolla, en Californie. Nous allons très bientôt construire une nouvelle structure dans le campus de San Diego. Nous espérons que ce sera le premier bâtiment à émissions de carbone zéro sur ce site. Nous vous inviterons à vous y rendre dès qu'il sera construit pour vous inviter à boire de notre eau parce que nous allons recycler tous les déchets de cette infrastructure et nous allons également générer notre propre courant électrique. À La Jolla, nous avons également une structure que Ham Smith et moi avons lancée il y a quelques années, Génomique de synthèse, une entité à part. J'ai une carrière, un parcours très privilégié et j'ai eu la liberté de poser des questions importantes. Certaines questions que d'aucuns ne posent que lorsqu'ils se lancent dans des voyages philosophiques. Qu'est-ce que la vie ? Peut-on la numériser? En tout cas, c'est la question que nous nous posons depuis plus de 20 ans. Certains se sont demandé depuis des siècles quelle est l'étendue de la vie, quelle est sa longueur. Peut-on réduire la vie à ses composantes de base pour mieux la comprendre? En essayant de combiner tous ces éléments, pouvons-nous régénérer la vie aujourd'hui dans ce monde numérique, dans ce monde informatisé, et montrer comment nous comprenons tous ces éléments de fond. La numérisation des données biologiques, c'est la lecture du code génétique. L'ADN, selon nous, c'est une molécule fondamentale d'information, une molécule analogique. Nous la fragmentons, nous reprenons les 4 lettres du code génétique en 0 et en 1 dans un ordinateur avec un séquençage. Et comme l'a dit Jean-Paul, tout ceci a commencé par un séquençage EST où on a regardé dans les tissus humains ce qu'il en était. Voilà la chronologie. À la fin des années 80, début des années 90, il y avait jusqu'à l'année dernière 62 millions d'EST. La plupart vient maintenant de sources humaines, où on comprend tous les changements qui s'opèrent sur les gènes, dans les expressions des gènes. Cette méthode nous a permis de développer aussi de nouveaux outils mathématiques, parce qu'il fallait réussir à gérer toutes ces séquences. Les meilleurs outils, à l'époque, avaient du mal à gérer des milliers de séquences. Imaginez si on doit traiter des millions de séquences. Donc, des équipes de mathématiciens ont élaboré des algorithmes qui allaient avoir leur utilité, comme l'a dit Jean-Paul, pour le séquençage du génome tout entier. Une expérience très simple nous a pris 4 mois pour séquencer le tout premier génome. À l'époque, il fallait compter plus d'une décennie pour tous les programmes qui avaient commencé auparavant. Et bien sûr, ceux qui travaillaient depuis 8 ans ou 9 ans sur un projet n'étaient pas très contents lorsque moi j'ai travaillé 4 mois et que je les ai battus au poteau. Mais cela a modifié notre manière de travailler pour arriver à isoler toutes les composantes
ce que les scientifiques font dans le cadre de leurs équipes à différentes échelles en utilisant les outils qui arrivaient maintenant dans la science, ou en tout cas dans la biologie, toutes les techniques informatisées. 95, deuxième génome, nous avons choisi le plus petit génome d'organismes vivants auto-réplicants, et j'en parlerai plus tard, plus en détail. Troisième génome dans l'histoire, c'était le Methanococcus yanashi, premier archéen, dans l'idée de préparer l'arrivée de biocarburants. Nous avons beaucoup d'organismes de ce type. Celui-ci venait d'une cheminée océanique dans les fonds marins. Peu après, l'équipe du génome de la levure a vu ces projets couronnés de succès. Donc ces 3 projets ont été réalisés dans un laps de temps très court. Nous sommes allés plus loin que ce que l'on imaginait possible et on en est arrivé au génome de l'Hermophilis. Pour la drosophile, ça a aussi été une question de mois. Et quelques mois plus tard, avec des échantillons de 5 individus, 3 femmes et 2 hommes, d'origine africaine-américaine, caucasienne, entre autres, nous avons réussi à séquencer le génome plus de 39 fois, avec la première assemblée annoncée à la Maison-Blanche en l'an 2000, avec le président Clinton, entre autres. Ces données ont été publiées à peu près une année plus tard dans la revue Science, avec toute l'équipe, une autre équipe qui a publié dans Nature en même temps. Nous parlons là de 27 millions de séquences. Il a fallu construire le 3e plus grand ordinateur au monde pour gérer toutes ces données, pour faire ces calculs. Peu de choses s'étaient passées dans les 6 ou 7 années qui suivaient, jusqu'en 2007, nous avons publié le premier génome humain complet. Nous sommes une espèce diploïde avec un set de chromosomes de chaque parent. En 2000 et en 2001, on s'est penché sur le génome haploïde, une moitié, ce qui nous a donné des informations quelque peu trompeuses. Vous pouvez consulter beaucoup de sites internet avec des citations. Il y a même des mots qui sont les miens, où on voyait qu'il y avait très peu de différence, une lettre sur 1 millier, mais dès qu'on a eu le génome diploïde complet, bon, c'était le mien, alors peut-être qu'il est inhabituel et rare, nous avons vu que la variation était nettement plus grande. Certains pensaient que c'était une différence majeure, mais cela ne représentait que 75% des bases. Aujourd'hui, les SNP mesurés ne sont qu'une portion des différences entre nous, mais 2 chromosomes haploïdes étaient différents de 0,5% entre l'un et l'autre. Si on essaie d'avoir les différences entre 2 d'entre nous, on sera entre 1 et 3% de différence, c'est-à-dire 10 à 30 fois plus de variations humaines que ce que l'on pensait auparavant. Moi, je pense que c'est une nouvelle fantastique. Je suis un individualiste. J'avais de la peine à penser que nous étions tous pratiquement des clones génétiques. C'est tout à fait rassurant. Et cette variation est très différente de ce que l'on imaginait. À peu près la moitié de mes gènes a une variante hétérozygote. Cela signifie que la structure protéinique dans un des 2 sets de gènes est différente de ce que l'on imaginait auparavant. Si vous regardez une audience de cette taille, les variations protéiniques humaines sont telles qu'il faudrait des siècles probablement pour disposer de toutes ces informations. C'est donc une nouvelle perspective sur les variations et sur les différences que nous avons pu glaner. Les choses se compliquent encore. Nous voulons séquencer le génome, revenir à nos chromosomes parentaux. On parle des parents, on parle des enfants, des traits, des caractéristiques
qu'on hérite. Et souvent, on parle de savoir si on a le nez de son père ou les oreilles de sa mère. Si vous regardez 6 milliards de lettres dans un code, vous voyez que ces questions peuvent être affinées. Elles sont importantes si l'on commence à examiner une série de gènes. Les contrôleurs de gènes que vous avez de votre mère sont probablement très différents de ceux que vous avez reçus de votre père, pour savoir ce qui entraîne telle ou telle caractéristique. Et à l'avenir, il sera très important de connaître ces informations. 2 génomes ont été publiés à 1 an d'écart. Le mien a été publié en 2007, celui de Hampson une année plus tard. Ça a été vraiment, c'est devenu un sport de comparer nos 2 génomes car ils figurent sur Internet. Bon, la différence, c'est que le mien était séquencé de manière indépendante et assemblé mathématiquement, alors que le sien était en couche par-dessus. Avec les nouvelles technologies, on a maintenant un assemblage indépendant. Donc les informations ne sont peut-être pas aussi complètes, mais vous le voyez dans ces zones rouges, c'est une superposition des 2 variations de son génome et du mien. Ce que j'aime bien, en tout cas dans ce domaine, c'est la course à la médecine personnalisée. Vous aurez peut-être vu que Jim Watson et moi-même avons quelques points communs. Nous sommes tous 2 caucasiens, nous avons tous 2 une certaine calvitie. En partant de cette supposition, vous pourriez partir de l'idée que nos réactions, nos réponses sont les mêmes. Alors si vous regardez le code génétique, Jim a une variante très rare dans son génome, ce qui fait qu'il a une métabolisation médicamenteuse très lente, surtout si on pense à des antidépresseurs ou à des antipsychotiques. Au contraire, moi, j'ai une métabolisation très rapide des médicaments. Donc, si vous nous donnez à tous 2 le même médicament, j'aurai un dosage insuffisant. Lui, son dosage sera trop important. Et certains pensent que cela peut expliquer beaucoup de phénomènes scientifiques entre lui et moi. Mais cela montre qu'on ne peut pas faire de prévision en regardant quelqu'un pour dire quelle sera sa réaction aux médicaments. C'est très important parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a environ 2 millions d'effets indésirables chaque année. 100 000 de ces effets ont pour résultat un décès. Lorsqu'on parle de médecine personnalisée, on a l'impression que quelqu'un va concevoir un médicament qui n'est conçu que pour une personne. Ce que vous ferez, si vous comprenez votre code génétique, c'est que vous sélectionnerez les médicaments qui ne vous nuiront pas, qui ne vous tueront pas, plutôt que d'avoir des médicaments conçus spécialement pour vous. Peut-être que les Américains consomment plus de médicaments que les autres populations, je n'ai pas de données pour la Suisse, mais on peut dire que les Américains ont environ par personne 14 ordonnances par année. C'est vraiment un nombre important de médicaments, les réponses, les variations sont tout à fait critiques. Je vais vous donner un exemple très parlant, on en a beaucoup parlé dans les médias. Est-ce que la caféine est bonne ou mauvaise pour vous? Ça dépend de votre code génétique. Si je regarde mon génome, je vois que j'ai 2 copies d'enzymes métabolisants rapides de la caféine. Si on regarde la population générale, on verra qu'il est très clair que la caféine a un effet délétère, néfaste. Donc, si vous buvez plusieurs tasses de café ou de thé par jour, vous pouvez avoir un risque accru de crise cardiaque. Mais si votre métabolisme pour la caféine est rapide, apparemment, plus vous en prendrez, plus ça vous réussira. Si vous connaissez des gens qui boivent 4, 5 ou 10 tasses de café par jour, il se peut qu'eux-mêmes choisissent, font leur choix. Si vous avez un métabolisme lent, il y a quand même de grands risques que vous trembliez beaucoup après votre tasse de café. Si votre métabolisme n'est pas ainsi, vous n'aurez pas cet effet. Voilà ce qui peut ressortir du génome. Le problème, c'est que nous n'avons que des indices
maintenant. Il y a beaucoup de variations humaines et peu de choses peuvent être rapportées à quelques gènes. Cette semaine, dans Nature, il y a eu un commentaire qui a été publié avec des tests ADN sur différentes personnes en utilisant des entreprises en ligne. Ces données sont très précises, mais l'interprétation qui en est faite n'aboutit pas à un accord, un consensus entre les entreprises qui ont été impliquées. C'est encore très tôt pour interpréter ces données. On sait mesurer ces phénomènes, on n'arrive pas à interpréter leur sens. Même si vous avez des risques pour certaines maladies, il se peut que ça ne se matérialise jamais parce que vous avez probablement d'autres gènes qui vous protégeront de ces dangers. On en est encore au début de ce processus. Nous ne connaissons pas encore cette nouvelle ère de la médecine reposant sur la génomique, mais nous pensons que la chance est là. Il se peut que cela améliore la qualité des soins de santé si on en sait nettement plus sur les individus. Pour y arriver, il faut passer à cette nouvelle étape. 1, 2, 10 génomes. C'est plutôt du niveau de la curiosité. On n'en est pas encore à un niveau significatif au niveau scientifique. Les coûts sont en baisse. On sait que les coûts sont passés de 5 millions à quelques centaines de milliers de dollars. On l'a vu chez Celera. On sait que certaines entreprises maintenant font de la pub en disant qu'ils peuvent faire un séquençage complet pour 5 000 dollars. D'autres disent qu'en une année ou deux, on devrait arriver à baisser ces coûts à 1 000 dollars. Avec le nouveau taux de change, c'est vraiment une affaire pour des Européens qui souhaiteraient décrypter leur génome. Je pense que nous pourrons avoir pas mal de séquences à un coût plutôt modéré. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que si vous pensez qu'il faut écrire toutes les informations qui vous sont associées en tant qu'individu, votre chimie, toute votre histoire médicale, tout ce qui est associé à votre phénotype, votre manière de penser, des troubles psychiatriques éventuels, une mémoire visuelle ou une mémoire qui n'est pas visuelle, tous ces aspects de vie des individus sont là, mais ensuite il faut faire une corrélation entre ce qui est véritablement génétique et ce qui est lié à l'environnement. Ce qui est le plus facile en physiologie, ce sera justement les composantes génétiques. Tout ceci va certainement se concrétiser dans les 10 à 20 années qui viennent de manière très concrète. Une fois qu'on connaîtra les composantes génétiques, nous pourrons nous attaquer au domaine plus complexe des composantes liées à l'environnement. Nous avons donc commencé à nous occuper des gènes par rapport à l'environnement de diverses manières et même notre environnement personnel est compliqué. Nous avons donc lancé un nouveau domaine, le microbiome, en utilisant ces mêmes techniques de séquençage shotgun et en les appliquant à différents aspects, en examinant les microbes dans notre cavité buccale, dans nos intestins, sur notre peau, etc. Et les chiffres sont étonnants, il faut le dire. Nous avons 10 millions de gènes associés à tout cela. Vous n'y penserez pas forcément, mais la personne à côté de vous a environ 1000 espèces différentes de microbes dans sa bouche. Ce n'est pas forcément une pensée réjouissante, mais c'est une partie importante de la physiologie. Bon, sur la peau, vous pouvez bien vous laver les mains, vous n'arriverez pas à ôter vos petits passagers bactériens. Il y en a probablement beaucoup en vie. En plus de la variation humaine, tout ceci montre que nous en savons finalement très peu sur notre vie et sur notre physiologie. Un exemple. Il y a encore donc ce nouveau domaine métabolomique avec tous les aspects de la chimie liés à notre physiologie. 23 000 gènes avec toutes les complexités qui peuvent produire 24 000
éléments chimiques différemment. Donc il y a des inventaires très intéressants, on peut mesurer le nombre d'éléments, de produits chimiques dans la circulation sanguine. Et si on faisait cette mesure après que vous ayez pris un repas, on trouverait à peu près 500 produits chimiques dans votre sang. C'est probablement une surprise pour vous. Si vous prenez une aspirine ou un autre médicament, eh bien voilà, tout ce qui se retrouve dans votre sang. 500 produits chimiques. L'autre grande surprise, ce sont ces chiffres. 60% viennent de notre métabolisme, 30% viennent des produits chimiques, de tous ces éléments des denrées alimentaires qu'on consomme, et 10%, c'est-à-dire 50 éléments chimiques, sont des métabolites de différents éléments chimiques qui nourrissent les bactéries. C'est également justement la réflexion de ce que nous donnons à nos bactéries et ce qu'elles nous rendent. On ne sait pas trop ce que font ces 500 produits chimiques. Est-ce qu'ils font qu'on se sent mieux? Est-ce qu'ils causent des maladies et préviennent? On est en train de déballer toute une complexité, la complexité de notre espèce. On n'arrive pas au bout d'un chemin, mais au début d'une recherche qu'on peut enfin commencer à comprendre. Notre physiologie, la complexité associée à nos vies. Now we use these same Et on utilise précisément les mêmes techniques pour donc la méthode Shotgun quand on s'intéresse à l'océan et aux organismes qu'il contient. Nous avons essayé de comprendre, de mieux percer les mystères liés par exemple au cycle carbone, capture du CO2, toute la diversité de la vie en somme. Et il se trouve que, en dépit du fait qu'on ait l'améroscope, ici même, même sans eau salée, et quand bien même on en aurait, on verrait qu'il y aurait 1 million de bactéries par millilitre de cette eau salée, et encore un nombre plus grand de virus. Je ne sais pas si vous avez encore pris des échantillons dans l'eau du lac Léman, mais vous constaterez qu'il y a une très grande diversité de différents types de bactéries et de virus dans cette eau. Si vous tombez dans l'eau du lac Léman et que vous en avalez par mégarde, vous aurez sans doute avalé un grand nombre de bactéries et de virus. Tous ne sont pas néfastes, bien sûr, mais ils jouent un rôle important dans notre survie. Nous avons une technique très simple. Nous filtrons l'eau de la mer. Nous prenons cela pour l'amener en laboratoire. Ensuite, nous procédons à un séquençage shotgun. Voici une image de notre navire de recherche. Il en mesure 95 pieds. Alors souvent, on est surpris par cette image. Mes collègues du département de l'énergie doivent aller dans des zones beaucoup plus dangereux que moi, sur mon bateau à voile. Mais voilà, je ne travaille pas au département de l'énergie, c'est ainsi. Nous avons donc essayé de prendre des échantillons tous les 200 000 nautiques en suivant l'itinéraire par exemple, du Challenger dans les années 1870. Et nous avons découvert une diversité remarquable d'organismes vivants. L'expédition a suivi la route de la côte Est des États-Unis. Elle est allée jusqu'en Alaska. Je vous montrerai tout à l'heure cette trajectoire. Et parmi les gènes que l'on a découverts, il y avait de nouveaux photorécepteurs. Donc le même type de molécules que vous voyez là. Et nous avons trouvé des multiples dans différentes bactéries à la surface de l'océan. Alors ils ne sont pas associés à la photosynthèse. Ça, c'est un paradigme totalement différent. Les photorécepteurs, en fait, capturent la lumière, la convertissent en énergie, de même manière qu'ils capturent le dioxyde de carbone. Nous avons donc essayé de faire des appariements multiples de protéines. Il y a un seul résidu d'acides aminés qui va déterminer en fait la longueur d'onde que ces récepteurs vont capter. Donc nous sommes intéressés à la question suivante.
Y a-t-il une association unique entre différentes longueurs d'onde à différents endroits de la planète? Et les résultats nous ont surpris, puisque en plein océan, notamment en mer de Sargasse, nous avons que l'eau est très profonde, et quand on approche davantage des eaux près des côtes, l'eau est beaucoup plus verte, avec beaucoup plus de chlorophylle, et les photorécepteurs, là, sont beaucoup plus sensibles à la lumière verte. Dans les endroits où il y a davantage d'eau non salée, comme par exemple le canal de Panama, là aussi, la constitution de l'eau est très différente. Et on a une modification de la couleur de l'eau. Donc la sélection génétique est extrêmement avantageuse, puisqu'il y a une forme de sélection des organismes qui sont capables de s'adapter à ces différents environnements. Autre surprise, autre résultat, c'est qu'il y a bien sûr les différents types de métabolisme avec l'importance du soleil. Souvent les scientifiques se sont dit, quand il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de vie, donc pas besoin de s'y intéresser. Or, les nutriments viennent de la mer, du soleil, par des canaux particulièrement spécialisés. Le SAR11, c'est l'un des organismes que l'on a trouvé, et nous avons découvert en fait qu'il y avait des milliers et des milliers d'organismes liés à celui-ci, avec des variations allant jusqu'à 50% dans la séquence. Remettons tout cela en contexte. Notre génome diffère des autres génomes de chats, de chiens ou d'autres de moins de 10%. Donc constater cette différence est quelque chose de très très non habituel sur le point de vue génétique, puisqu'on n'est plus dans le principe de la survie du plus fort. Tout cela s'est fait en parallèle, en dépit des grandes différences. Donc, on voit en fait à certains endroits pas d'alignement avec ces génomes de référence, avec des virus ou d'autres marqueurs, mais c'est une autre vision de l'évolution, et en tout cas une vision complètement inattendue. Et quand on tient compte du fait qu'on a des millions et des millions de séquences, progressivement les choses sont devenues plus claires. On a beaucoup de taxons, de milliers d'organismes. Donc la divergence a toute son importance dans l'explication de ces phénomènes. Et nous continuons bien sûr de travailler dessus. Lorsque nous prenons des échantillons, nous découvrons des dizaines de milliers de nouveaux gènes, à chaque fois de nouvelles familles de gènes. Nous avons résumé ces travaux et ces découvertes dans une édition spéciale de la revue PLOS Biologie, il y a 2 ans, et qui va être actualisée sous peu avec des dizaines de milliers de nouvelles séquences. Nous avons lancé une nouvelle expédition cet été. Nous avons rejoint la mer Baltique, qui est intéressante pour plusieurs raisons. Il y a surtout de l'eau non salée, avec bien sûr les côtes norvégiennes, particulièrement intéressantes. Et nous allons également aborder ou naviguer en Méditerranée, ainsi que dans la mer Noire. Ce sont essentiellement des zones aquatiques fermées, avec peu d'interaction avec les autres océans. Et on y trouve des organismes uniques, des dizaines de milliers d'organismes uniques que nous avons mis à jour dans le cadre de dans ces échantillonnages. Alors, vous savez que nous, ici, nous sommes en train de respirer, au moment même où je vous parle, des dizaines et des milliers de bactéries. Or, nous sommes tous sains. Et il en va de même, en fait, dans les profondeurs même de la Terre. Et la génomique de synthèse s'y intéresse. On prend des échantillons au fond de la Terre, on s'intéresse aux microbes qui s'y trouvent, aux microbes notamment qui digèrent le charbon et qui le transforment en méthane. Il y a beaucoup de microbes inconnus jusqu'ici qui poussent en fait ou qui vivent à la surface du charbon, qui le métabolisent. Nous assurons un suivi de ces résultats, ces recherches, bien sûr. Et nous avons trouvé des situations assez différentes en mer et sous la terre. Voici quelques graphes, restitutions graphiques avec ces résultats.
Alors, on s'est interrogé sur la différence. Pourquoi tant de différence par rapport à ce que l'on trouve en plein océan? L'une des hypothèses, c'est qu'il n'y a pas de rayonnement UV. Il y a également une protection d'autres types de rayonnement, et les populations virales qui créent les mutagénèses sont extrêmement limitées dans ces endroits. Donc, ça pourrait être en fait l'équivalent des Galapagos pour Darwin, avec un endroit totalement isolé, des échantillons d'eau qui varient de 50 à 135 millions d'années d'ancienneté, avec datage au carbone 14. Et ce qui nous perturbe un petit peu, c'est que l'on trouve des séquences de génome qui sont très différentes des échantillons que nous avons pris au milieu du Colorado, ou je ne sais pas, dans un volcan en Italie. On peut émettre l'hypothèse qu'il y a une sorte de lien à un niveau. Or, les liens, les rapports ne vont pas si loin que ça. Donc, on a une sorte de diversité initiale sur la planète avec des poches et sans cette influence permanente de la mutagénèse. La plupart des données qui figurent dans les banques de données émanent en fait de ce échantillonnage aléatoire dans les océans. Et bien sûr, cette banque de données est constamment alimentée en données nouvelles, avec des données provenant du corps humain. Alors, qu'en est-il de son actualité? Il y a bien sûr l'importance des photorécepteurs, on découvre aussi de nouvelles familles, et quand on découvre de nouvelles familles, à quel rythme de découverte est-on parvenu? Eh bien, il y a comme des goulots d'étranglement périodiques, le dernier étant à la fin des années 60, début des années 70, lorsque j'ai commencé ma carrière. En 1969, un responsable du département de la santé américain avait annoncé que l'on avait gagné la guerre contre les microbes. Et des départements de microbiologie ont commencé à fermer autour du monde. Les fonds mis à disposition pour la recherche ont été coupés. Et à San Diego, au début des années 70, quelqu'un, un éminent scientifique de l'époque, m'a dit qu'il serait difficile en fait de faire de nouvelles découvertes dans le domaine de la biologie car on avait quasiment tout découvert. Or, aujourd'hui, tout jeune scientifique ou tout jeune étudiant peut prélever un petit peu de terre dans la région ou un petit peu d'eau dans le lac et faire encore de nouvelles découvertes. Donc il y a effectivement ces boulots d'étranglement dans les découvertes. Et aujourd'hui, on constate une expansion phénoménale de la collecte des données, mais également des observations et des constatations qui sont faites. On a aujourd'hui un inventaire d'hypothèses avec la découverte de formes de vie peut-être plus élevées sur d'autres planètes, ou en tout cas de bactéries. En tout cas, nous avons essayé de compiler toutes les données que nous avons trouvées dans toutes les librairies ou ordinateurs publics et découvert 54 000 familles de gènes à l'époque. Chaque échantillon prélevé dans l'environnement d'une cavité buccale humaine ou autre augmente encore plus le nombre de familles de gènes de manière linéaire. Donc, faire des découvertes, c'est quelque chose de très trivial maintenant. Il est difficile, en tant que scientifique, de ne pas faire de nouvelles découvertes. Et Alors, si on s'intéresse de plus près aux différentes catégories, par exemple les gènes principaux par opposition à d'autres domaines, on constate que la découverte de nouveaux gènes est quelque peu saturée. Notre répertoire de gènes est similaire à celui d'autres mammifères et le séquençage de la population humaine ou la population humaine mâle va nous donner beaucoup de variantes de gènes avec une probabilité de découverte de nouveaux gènes assez faible. Mais dans d'autres domaines, on est dans une phase de découverte totalement linéaire. Et les biologistes structuralistes s'intéressent à ces nouvelles familles, en fait, pour voir s'il y a un nombre fini ou infini de structures de ces gènes.
Alors, comment réduire tout cela à des composantes essentielles? Nous avons prôné une approche génomique. Le deuxième génome, Mycoplasma genitalium, n'a que 482 gènes de protéines codantes et 43 gènes d'ARN. Quelque temps après nos travaux sur l'hémophilie, avec seulement 1800 gènes, nous nous sommes intéressés donc au Mycoplasma genitalium. Et je vous rappelle que des scientifiques de la NASA avaient dit qu'ils avaient trouvé en fait des nanobactéries sur certains éléments. Or, ils étaient si petits que l'on a décidé qu'il ne s'agissait pas en fait d'une découverte, mais d'un artefact dans le cadre de leur recherche. En tout cas, on a essayé d'aller le plus loin possible, trouver une sorte de génome minimal. Quel est le nombre minimal de gènes qu'il faut pour la machinerie cellulaire? Et si nous avions obtenu ces résultats, ou si nous serons-nous en mesure de réaliser une cellule minimale, viable? Et dès que nous avions posé ces questions, deux nouvelles se sont posées. Parmi les deux techniques, la chimie, l'ADN pourra-t-elle nous permettre de fabriquer des molécules d'ADN de manière adaptée? Et si oui, comment les activer? Ou disposerions-nous d'une molécule extrêmement large, uniquement très large, qui serait juste un problème chimique? Donc en fait, on s'est intéressé aux deux questions simultanément, on essayait de synthétiser l'ADN de manière précise. Une tâche compliquée, très compliquée, puisque les synthétiseurs d'ADN peuvent faire des petites portions d'ADN avec des amorces PCA et d'autres, mais dès que l'on dépasse les 30 à 40 lettres de code génétique, l'ARN a continué à s'étendre de plus en plus. Nous pensions donc que on pourrait réaliser un projet test en nous intéressant à un virus très petit, le PX174. Il s'agissait en fait d'un bactériophage infectieux. Il y avait bien sûr ensuite à la publication, à la fin des années 60, un génome a été copié pour la première fois, un génome précis, et ça a fait la une de l'actualité. Et c'était en fait une copie enzymatique du génome. Et cela a été introduit dans E. coli. Nous nous sommes intéressés à ce test dont nous pensions qu'il pouvait servir nos travaux. Et au fil des années, nous avons développé une nouvelle approche avec des méthodes uniques de correction de certaines erreurs qui ont trait à l'ADN synthétique. En fait, il nous a fallu 2 semaines pour résoudre quelques problèmes. Et nous avons en fait essayé de reproduire la molécule analogue avec 4 types de substances chimiques. Clyde Hutcherson, qui est l'un des collaborateurs sur ce projet et qui travaille désormais au Venture Institute, était dans le laboratoire de Sanger lorsque on a fait ses travaux. Nous avions un isolable de séquence et nous avons reséquencé le tout et constaté qu'il y avait seulement 3 différences par rapport à la version initiale qui était séquencée. En effet, quand on commence avec le code numérique dans l'ordinateur, ce code doit être exact. Phase intéressante ensuite, nous avons trouvé cette molécule de code génétique avec 5000 lettres. Elle a été séquencée de manière correcte. Nous l'avons injectée dans E. coli et ce bactériophage en fait a commencé à le reconnaître comme un brin normal d'ADN, a commencé à fabriquer des gènes et ensuite ils ont fabriqué des protéines qui ont formé un virus. Et le virus est détecté par en fait
par le fait en fait que les cellules de bactéries sont tuées. Voici en fait une photo de la reconstruction du virus, le FX174. Il s'agit d'une capsule de protéines avec différentes protéines qui contiennent l'acide nucléique à l'intérieur. Alors, en fait, on est face à un cas où le logiciel construit son disque dur. C'est le logiciel qui construit l'ADN. Et introduire la molécule d'ADN permet de construire le disque dur autour de la cellule. Nous n'avions pas en fait l'intention de construire un petit virus, mais de reproduire un chromosome bactérien dans sa totalité. Mais là, avec des éléments de 5000 lettres, on s'est dit qu'on pouvait assembler une série de plusieurs de ces éléments pour faire le chromosome dans sa totalité. Ce processus nous a pris beaucoup de temps, plus de 10 ans. Nous avons brièvement dû interrompre le projet pour un projet parallèle de séquençage du projet humain, mais une fois celui-ci accompli, nous sommes retournés à nos travaux de base. Et la conception était une partie importante de ces travaux. Comme avec le Mycoplasma genitalium, qui a été séquencé, comme vous le savez, en 1995, les méthodes de séquençage avaient atteint un certain rythme, ce qui était déjà bien. Mais quand on essaye de reproduire des choses sur la base d'un code génétique, il faut une précision accrue. Et nous avons donc séquencé le génome en utilisant une autre technologie. Nous avons découvert beaucoup d'erreurs dans le code génétique qui auraient pu être fatales. Donc nous avons recommencé avec un nouveau code et conçu des petites portions qui chevaucheraient d'autres portions au fur et à mesure que nous poursuivons nos travaux. Or, quand on est scientifique, la plus grande peur qu'on peut avoir, c'est l'existence d'un artefact. Et le plus grand artefact, en l'occurrence, était que si l'on avait une seule molécule d'ADN, on aurait pu... On a essayé en fait d'introduire certains marqueurs dans le génome afin d'écarter toute ambiguïté. Et lorsque nos travaux ont été publiés, on était parfois déçus du fait que cela souffrait d'une certaine carence philosophique. En fait, un nouveau code sera publié bientôt et qui nous permettra d'écrire toutes les lettres avec un code génétique de 4 lettres. Il permettra d'y introduire en fait un message à l'intérieur de l'ADN. Donc il n'y aura plus aucune ambiguïté sur une possible contamination puisque l'ADN pourra être étiqueté de manière extrêmement précise. Alors nous avons assemblé des morceaux petits pour en faire des morceaux plus grands. Et nous avons utilisé les méthodes de recombinaison homologue en allant jusqu'aux limites de la chimie. Ensuite, nous procédions à un clonage des colis. Ensuite, nous avons procédé au séquençage. Mais après plus de 100 000 lettres de code génétique, nous avons constaté qu'E. coli a posé problème avec ces grandes portions d'ADN. Donc nous nous sommes intéressés à un autre organisme. Et l'un de ceux-ci était un organisme que nous avions séquencé au début des années 90, le Deinococcus reducerans. Il est typique d'un grand nombre d'espèces sur la planète qui peut subir jusqu'à 3 millions de radiations sans et y survivre. Ce que vous voyez ici en haut, c'est que le chromosome en fait est éclaté en 1000 morceaux avec une grande partie de coupures à double brin qui forment ces petits morceaux. Et quand on laisse l'organisme seul dans l'eau, après 12 à 24 heures, il reforme en fait ces chromosomes à l'identique et recommence à se dupliquer. Alors n'essayez pas cela à la maison, je vous mets en garde. Et nous ne pouvons en fait nous survivre qu'à une très petite fraction de cette même radiation. Mais c'est un organisme intéressant et on ne s'est pas intéressé à cette méthode jusque-là les chances en fait de survie à de telles doses de radiation ou de rayonnement étaient bien sûr
nul. Alors, il se peut bien sûr que ces organismes ont évolué sur la planète pour tout simplement survivre à la sécheresse. Brewers use Nous avons également examiné la levure de brassage qui marche très bien pour de tels montants de DNA. On arrive à les cloner de manière très stable et nous avons regardé les 4 quadromolécules d'ADN avec la bonne conception dans la levure. La levure assemble tout cela de manière automatique pour en faire un génome complet. Voilà ce que nous avons publié l'an dernier avec la toute première synthèse complète de chromosomes bactériens. C'est la plus grande molécule avec une telle structure qui a été créée par les humains jusqu'à maintenant. Pour nous, ce n'était qu'un premier pas. Tout était précis à 100%. Nous avons conçu tous nos outils. Maintenant, pouvons-nous activer ce travail ? Pour replacer cela dans le contexte, les autres molécules d'ADN qui ont été créées jusqu'à maintenant, c'était vraiment un très grand pas en avant. Nous avons encore posé d'autres questions avec des plus petites particules qu'on mettrait dans la levure pour que la levure crée un chromosome avec 25 sous-sections d'ADN de synthèse, un chevauchement important dans la levure et la levure a immédiatement construit le chromosome. Ce qui nous a pris 10 ans en laboratoire avec une équipe de 10 personnes, la levure le fait en quelques heures. C'était vraiment une expérience marquante. C'était aussi un outil formidable pour passer à cette nouvelle phase. Comment activer un chromosome de synthèse ? Le document que nous avons publié en 2007, que vous voyez à l'écran, fait certainement partie des documents les plus importants de toute ma carrière scientifique. En prenant le chromosome d'une cellule, en le mettant dans une autre cellule, en enlevant le chromosome de base, nous pouvons complètement convertir une espèce en une autre espèce. On peut parler d'alchimie génomique, mais c'est un domaine fascinant si on veut comprendre que l'ADN est bel et bien le logiciel du vivant. Et en bougeant l'ADN, on peut contrôler le logiciel du vivant et l'essence même des formes de vie. Je vais passer en revue rapidement cette étude qui était assez simple. Nous avons isolé les chromosomes d'un mycoplasma mycoides. Nous avons essayé plusieurs enzymes pour enlever toute protéine associée au chromosome. Il fallait voir si cela fonctionnerait. Il fallait donc avoir des protéines. L'ADN tout seul, nu, fonctionnait. Des cassettes gènes étaient là, nous pouvions faire une sélection, il y avait une activation, et à ce moment-là, les cellules deviendraient bleues. Grâce à des techniques assez complexes, nous avons réussi à l'inclure dans le mycoplasma capricolum. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons donc inséré le chromosome dans la cellule capricolum et pendant un laps de temps, nous avons donc une cellule bactérienne avec 2 chromosomes. Mais, comme c'est le cas pour les coli et le génome viral, les systèmes cellulaires ont commencé à lire le code génétique que nous venions d'insérer, ont commencé à produire les protéines codées par cette nouvelle molécule. Il y avait des enzymes de restriction et mon collègue et partenaire Hamp Smith a obtenu le prix Nobel pour cette découverte en 1978. Et donc, il a reconnu le chromosome d'origine comme un corps étranger et le détruit. On a donc une cellule capricolum avec un autre génome et très rapidement on obtient ces cellules d'un bleu vif et en regardant de plus près, en mesurant les protéines, les lipides, on voit que toutes les caractéristiques du capricolum ont disparu et on a maintenant une cellule mycoïde. Ce qui a changé, ce n'était que le logiciel. Et le logiciel a maintenant développé
tout le disque dur, toute sa base. Nous pensions avoir donc la base de la transplantation chromosomique et que cela devait fonctionner avec les chromosomes de synthèse. Le problème, c'est que nous assemblions les chromosomes dans la levure, un eucaryote, et pas dans une bactérie, un prokaryote. Pour tester cette idée, nous avons mis au point un nouveau système qui nous a permis de cloner des chromosomes bactériens. Peut-être que ça n'a pas l'air de quelque chose d'important, mais on passe maintenant de la branche bactérienne du vivant vers des eucaryotes dont nous faisons partie. Et tout ce qu'il a fallu faire, c'était d'ajouter une centromère de levure. Les chromosomes ont souvent cette forme de Y, c'est parce qu'il y a un centromère au milieu. Et les chromosomes bactériens peuvent croître comme un chromosome eucaryotique. Ces chromosomes croissent avec la levure et nous avons une manière maintenant d'essayer de transplanter. Mais un problème s'est posé, ça ne fonctionnait pas. Les ordinateurs vous aident souvent à régler des problèmes, mais là, il a fallu attendre 2 ans pour nous en sortir. Et lorsque nous avions isolé l'ADN de la cellule mycoïde, le mycoïde avait méthylé l'ADN. Il y avait donc une protection contre les enzymes de restriction. Il a donc fallu travailler d'arrache-pied. Nous avons publié ceci la semaine dernière dans Science. Nous avons vu qu'en regardant le méthylase, en méthylant l'ADN de la levure, on avait une transplantation possible dans la bactérie. Et pour prouver tout cela, nous avons pris le chromosome capricolum et ôté les gènes liés à l'enzyme de restriction. L'ADN nu de la levure fonctionnerait dans la transplantation. Nous avons donc un cycle complet. Et ce cycle est épatant. Si nous avions eu cet outil auparavant, nous aurions pu explorer de nouveaux domaines parce que c'est vraiment quelque chose de très fort pour tout le domaine microbien. La plupart des bactéries n'ont pas de système génétique. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher leur ADN, on ne peut pas le manipuler. Mais aujourd'hui, nous avons ajouté ce centromère artificiel de la levure aux bactéries, pris son chromosome, les faisant croître dans la levure. Une fois que c'est dans la levure, nous avons tout le répertoire génétique de la levure. Ce sont vraiment des choses que l'on espérait faire depuis des décennies et qui semblent maintenant possibles. Ces chromosomes modifiés peuvent être pris, méthylés et injectés dans une bactérie hôte pour créer une nouvelle espèce. On peut le faire dans un cycle continu avec des modifications majeures qui peuvent être apportées. Nous pensons maintenant avoir accompli cette dernière tâche pour arriver au chromosome de synthèse. Ces expériences sont en cours et je suis optimiste. Je pense que nous arriverons à élaborer un chromosome de synthèse qui sera activé cette année, mais je dois vous dire que j'ai dit la même chose il y a 2 ans et ça ne s'est pas encore avéré. En tout cas, nous faisons tous les pas qu'il faut pour nous rapprocher de cet objectif. Pourquoi faire tout cela? Ces gènes que nous avons découverts, que d'autres découvrent, il faut les examiner sous une autre lumière. Pensons à des composantes, un petit peu comme les premiers pas dans l'électronique, dans les années 40, dans les années 50, avec les transistors. Par exemple, il n'y avait qu'une poignée de composantes. Aujourd'hui, on parle de 20 millions de composantes. Il se peut que dans 10 ans, ce chiffre dépasse les 100 millions. Nous pouvons prendre ces composantes de construction et dans l'entreprise Synthetic Genomics, nous avons un logiciel pour créer des espèces en partant de l'ordinateur pour avoir un élément nouveau.
La génomique de combinaison, c'est ainsi qu'on appelle ce domaine. Nous avons aujourd'hui plus de gènes que toute la communauté scientifique pouvait imaginer. Nous avons besoin de nouvelles techniques combinatoires qui accéléreront tout ce que nous faisons en biologie. Nous pouvons donc avoir des groupes, des cassettes de gènes et nous pensons que nous pouvons construire un robot pour avoir 1 million de chromosomes par jour. On peut avoir un dépistage en fonction de la production chimique, par exemple, mais même avec ce génome minimal pour vous montrer à quel point on sait très peu de choses dans ce domaine. Même si on prend les mêmes gènes et que l'on bouleverse l'ordre, cela change tout, même pour un organisme très simple. Nous avons donc les outils nécessaires pour mener ces expériences aujourd'hui. Pourquoi faire tout cela? La question se pose aussi. Si vous êtes en vie, si vous avez lu un journal ces 10 dernières années, vous saurez que la population de notre planète est en expansion considérable. Moi, je suis née en 1946. Aujourd'hui, il y a 3 personnes en vie pour chaque personne qui était en vie en 1946. Nous n'avons jamais été en face d'une telle explosion démographique. En regardant aussi l'augmentation constante des émissions de CO2, il se peut que nous ne puissions pas continuer d'étendre ad aeternam notre population et détruire notre environnement. Certains pensent que le développement économique, c'est la solution, mais les pays se développent économiquement, stabilisent leur taux de natalité, on voit quand même que leur demande d'énergie augmente de manière exponentielle. Nous avons, même si on est conservateur, nous arrivons à un niveau de saturation dans l'utilisation des hydrocarbures. Nous avons donc décidé de voir si nos outils permettaient d'avoir un impact sur toutes ces considérations. Regardant autour de nous, nous voyons qu'il ne manque pas d'énergie. Au contraire, nous sommes saturés de l'énergie solaire. Nous n'avons besoin que d'une fraction minime de cette énergie pour remplacer l'usage du carbone non réutilisable. Nous regardons les plantes avec différents génomes, mais en utilisant les terres agricoles pour produire des carburants et des produits chimiques, c'est absurde. Regardons les microalgues, les petits prokaryotes et eucaryotes, et certains disent que des ordres de magnitude qu'on y trouve sont nettement plus intéressants que dans l'agriculture. Le problème, c'est que la plupart des gens voyaient dans les algues un produit de culture, d'aquaculture. Nous avons commencé à voir la lumière du soleil comme une source d'énergie, dioxyde de carbone comme une source également, en utilisant la cellule pour ensuite produire différents produits. Nous avons donc pu créer des algues plutôt que d'accumuler des graisses, continuer de produire et de produire. Ces algues ne sont plus un problème de culture, mais c'est un bioprocess, un système de production en continu. Nous pourrions tout simplement prendre toutes ces algues en écrémant le haut des cultures. Il faut donc trouver la bonne échelle et dépasser peut-être les hypothèses suivies jusqu'à maintenant par les biologistes. Regardez ce qu'on peut faire avec les algues pour produire les lipides, les sécrétions de molécules lipidiques pures de tailles différentes. Évidemment, tout ceci a attiré des sources de financement intéressantes. Nous avons récemment annoncé à Synthetic Genomics qu'Exxon déployait des centaines de millions de dollars dans ses programmes, 600 millions exactement, pour travailler sur ces questions sur lesquelles peu ont travaillé jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas de
produire à petite échelle, l'idée est de vraiment lancer cette idée et c'est vraiment un défi de taille. En même temps, nous travaillons avec les sources de carbone les plus utilisées, le charbon. We can at least get a tenfold. Le charbon, pour essayer de voir par exemple si l'on peut le convertir en gaz naturel plutôt que d'extraire du charbon et de le brûler. C'est donc une utilisation très efficace en fait de ces microbes. On essaie de s'intéresser à ces procédés de transformation et de manière continue et de manière robuste. Donc on travaille avec BP pour essayer de faire plus de découvertes dans ce domaine. Ensuite, on essaye de travailler avec des microbes très spécifiques qui peuvent métaboliser des métaux lourds, par exemple l'uranium, le plomb, et ce qui permet en fait une réduction de ces cellules microbiennes de carburant pour produire par exemple de l'électricité ou de l'énergie. Et c'est quelque chose qui est très intéressant par exemple en aval d'usines de traitement des eaux usées par exemple. Alors on est passé de la lecture du code génétique à la numérisation de l'information et on va maintenant en fait dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va presque un petit peu en arrière et la seule limite qu'on a maintenant c'est celle de notre imagination. Il y a énormément de processus et qui découlent en fait de ces millions et millions d'éléments de conception. Il y a également les informations que nous tirons de l'évolution de la Terre au fil des millions d'années. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de prendre l'évolution en main et l'orienter, pour ainsi dire. Avant de faire les premières expériences, nous avons bien sûr fait une sorte d'examen éthique, les résultats publiés dans la revue Science en 1999. Principale préoccupation des gens, c'était l'utilisation de ces technologies extrêmement performantes et puissantes à des fins néfastes, par exemple pour des armes biologiques ou d'autres choses de cette sorte. C'est bien sûr une préoccupation constante qui exige un monitoring permanent. La Sloan Foundation, le MIT et le Center for International Strategic Studies à Washington continuent d'assurer un suivi en matière de biosécurité. On peut toujours aller sur notre site web ainsi que le site web du gouvernement américain pour lire et s'informer sur ce rapport. Le gouvernement américain a désormais un comité d'examen qui passe en revue l'ensemble des recherches qui sont accomplies aux États-Unis, des travaux en la matière. L'Union européenne travaille également dans cette direction. Donc il y a un débat animé. L'opinion publique peut s'informer de manière transparente. Et au Royaume-Uni, un organisme en la matière a conclu que nos travaux, enfin en tout cas dans notre domaine, vont permettre en fait de créer la prospérité au fil des années à venir pour les nations de cette planète. Donc c'est vrai, c'est une technologie extrêmement puissante dans les mains de quelque peu. Il ne faut pas des armées entières pour atteindre des résultats aussi performants, mais on peut bien sûr tirer profit de cette évolution pour l'évolution de la biologie. Je vous remercie de votre attention. Merci Craig pour cette formidable présentation et qui nous porte dans une autre dimension de l'univers. Je suppose qu'il y aura des questions de la part du public. La parole est au public. Je crois qu'il y en a une là-haut. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous ramener le micro à la personne qui souhaite poser une question? À quoi va s'intéresser le nouveau bâtiment à San Diego? Quels seront les domaines de recherche?
Ah, on m'a jamais posé cette question. Elle est intéressante. En fait, elle va remplacer notre site de sur la côte ouest. Donc, il y aura des recherches dans le domaine environnemental, de l'écologie, et puis bien sûr, une grande partie de notre équipe de génomique de synthèse est là, OIA. Il y a également le site de Rockville, au Maryland, qui continue de s'intéresser bien sûr aux travaux sur le génome humain. Une autre question? J'en vois une par là. Merci pour cette formidable présentation. C'est vrai que ça nous porte vers une autre dimension. D'ailleurs, il y en a une toujours. Moi, je me pose la question suivante. Quand on essaye d'assembler les morceaux, des morceaux qui sont très grands, hein, on parle de gènes, de portions plus grandes, et on comprend un peu leur fonctionnement de groupe. Est-ce que vous pensez que cette technologie va nous amener à un point où on va pouvoir mettre ensemble des nucléotides uniques qui nous permettront en fait de comprendre de manière beaucoup plus affinée le fonctionnement du code, et pas seulement au niveau du gène qui est une unité. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mettre un élément réglementaire ensemble, par exemple ces nucléotides, et avoir ces liens qui s'établissent à un autre niveau, avec des nucléotides permettant une combinaison de protéines? Excellente question. C'est vrai que nous voulons en fait concevoir le vivant sur des principes fixes. Or, la communauté scientifique doit d'abord les définir, ces principes. Et elle caractérise la biologie depuis de nombreuses années, mais de manière extrêmement restreinte. Et c'est à travers ces approches hyper combinatoires, hein, conçues comme un processus d'apprentissage, que l'on peut peut-être apprendre 10 000 fois plus rapidement que l'heure actuelle. Un grand nombre de scientifiques se sont lancés dans ce genre d'expérience. Et il y a des compétitions pour des étudiants de, par exemple, assembler, ou construire ces petites composantes, l'équivalent de résisteurs ou de capacitateurs en biologie, en tant qu'élément de contrôle. D'un point de vue de l'ingénierie, on est plus dans le domaine de l'ingénierie en fait que dans le domaine de la biologie. À l'heure actuelle, nous sommes encore dans une phase descriptive de la biologie. On aime penser qu'on sait beaucoup et que tout doit être en fait fondé sur des hypothèses. Or, la plupart des hypothèses ignorent les découvertes qui ont été faites au cours des 15 dernières années. Donc je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la manière dont nous voulons accomplir la recherche, ce que nous voulons atteindre, car sinon on sera très déçus. Et on sera déçu compte tenu notamment des sommes considérables qui sont investies dans la recherche de nos jours, avec à la clé une croissance exponentielle de notre savoir. Autre question? Ah, il a un micro apparemment. J'ai une question sur les diverses approches pour ce qui est des études dans le domaine de la génomique. Je n'ai pas tout à fait saisi votre question, dit M. Vetta. Donc, mes pensées sur les études d'association du génome, ce que j'en pense. Eh bien, pas grand-chose, compte tenu de la manière dont elles sont actuellement réalisées, avec peu d'informations. Le génome complet, en fait, et les études y afférentes, en fait, requièrent un grand nombre de génomes. Et pour ce faire, il faut d'abord qu'il y ait des progrès dans le domaine de la génétique, et ceux-ci seront linéaires, au mieux. Il y a une grande partie du génome qui n'a pas été séquencée. Ce sont des séquences hautement répétitives. Pensez-vous que vous pouvez tout simplement les ignorer? Je pense que vous faites allusion au génome humain.
Et vous dites qu'en fait, un certain nombre de notre ADN est répétitif, toujours les mêmes portions de séquences répétitives. En fait, aucune technologie ADN à disposition, même avec les nouvelles approches, n'aime en fait passer en revue ces portions répétitives des mêmes lettres. Alors, il y a beaucoup de discussions sur l'opportunité de s'y intéresser plus avant. On sait que les centromères ont été séquencés comme des centromères prototypiques. Il y a beaucoup de gènes dans ces zones répétitives. Il est facile de les trouver, de les en extraire. Mais c'est vrai, ce que vous dites, quand on parle de gènes microbiens, et là, 100% des paires de bases sont séquencées. Mais quand on parle du génome humain, l'ADN répétitif, en fait, est plutôt conçu plus conçu qu'élaboré de manière artificielle. Merci, monsieur, pour cette présentation. J'ai des questions sur l'application pratique, les biocarburants en l'occurrence, ou l'utilisation de l'eau. Avez-vous une idée en fait du délai, du temps qu'il nous faudra pour la mise à disposition à grande échelle et la viabilité, notamment à partir de quand est-ce que ça devient intéressant sur le plan économique avec un baril à $70 et non pas à 150? Alors en fait, avec Exxon, nous avons annoncé un délai de 10 à 15 ans avec des sites très grands qui produisent de grandes quantités de gaz naturel, d'essence, de diesel et de kérosène. Donc, dans l'année, les 18 mois qui suivent, nous pensons que dire qu'on aura des résultats, c'est faux, ce n'est pas correct. Et ce que nous faisons avec Exxon, notamment par le biais de nos expériences, c'est de voir si la faisabilité est possible. La biologie, c'est une chose. Ensuite, construire un site de 5 km² avec des infrastructures efficientes du point de vue du coût et qui nous permettent aussi de produire des millions de litres de carburant, eh bien, ça reste un projet dont il faudra vérifier la faisabilité. Et toute la question est de savoir si on peut produire en fait des carburants à un coût efficace. Après, il y a l'aspect de la taxe carbone éventuelle, des certificats d'échange de droits d'émission. En fait, si on n'augmente pas le prix du carbone, nous allons en fait constater diverses évolutions. En fait, l'échec, la réussite à long terme est donnée si, en fait, le gouvernement fixe le prix du carbone et qui va en fait augmenter avec le temps. Sinon, il n'y aura aucune concurrence pour remplacer le pétrole si tout ce qu'on fait en fait conduit à une réduction du prix du pétrole. J'ai une question sur le séquençage du génome humain avec la méthodologie connue actuellement. Et combien d'informations est toujours manquante si on utilise ces short read sequencers? Alors, pour vous répondre, je dirais que les choses ne sont pas encore claires pour l'heure. Les généticiens, sauf exception, n'avaient pas suffisamment d'informations à disposition par le passé, mais quand on s'intéresse à la structure des gènes et quand on regarde les variations du nombre de copies, certains d'entre nous n'ont qu'une seule copie des gènes, d'autres en ont 2, et beaucoup de gens en ont même 3 dans certaines zones. Et les régulations y afférentes, en fait, les variations y afférentes seront considérables. Sur le plan biologique, bien sûr. Quant au plan clinique, il faut en apporter les preuves. Nous ne savons pas pour l'heure et nous n'avons pas encore fait les expériences. Nous sommes en train de séquencer un grand nombre de génomes avec différentes technologies et il faudra voir combien d'informations ne sont pas prises en compte. Certains génomes sont plus petits que le mien, ceux dont je suis
assez fier, mais je pense que c'est juste parce que la technique d'information a ignoré plus d'informations, car elle n'arrivait pas à mettre la main dessus. Donc est-ce que cette information sera essentielle ou pas? Je pense que l'incomplétude de l'information a toujours été un problème dans le domaine génétique. On s'est toujours fondé sur une image incomplète en essayant de la compléter. Moi, je préfère commencer avec une image complète et essayer de répondre à ces questions. Mais je n'ai pas les réponses. Très bien. Je vous remercie. Nous allons ainsi mettre un terme à la session de questions-réponses. Merci à tous de votre attention.